Bonsoir David Amiel. Bonsoir. Ministre de l'Action et des Comptes Publics. Vous venez de rendre public vos arbitrages. Vous allez nous dire dans un instant où finalement vous allez trouver ces 6 milliards d'euros d'économies à faire pour compenser les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Mais d'abord, c'est l'heure de notre séquence vrai ou faux du soir. Bonsoir Nicolas Carvalho. Bonsoir. Vrai ou faux qui va proposer ce soir sur France Info à partir de 20h45 une émission spéciale qui sera consacrée à l'intelligence artificielle, notamment son utilisation pour désinformer. Et avec vous ce soir, on va parler de ces fausses images qui sont créées par l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut les repérer? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez des outils fiables et accessibles pour nous aider? Alors déjà, l'équipe de Vrai ou Faux, on vous conseille de vous méfier des outils gratuits disponibles en ligne de vérification d'images générées par IA. Il y en a partout sur Internet en ce moment. Je vais vous donner un exemple. Une image qui a beaucoup tourné, celle de Michael Jackson, soi-disant vivant, repéré dans un bus au Brésil. Image très partagée. On a fait le test pour voir. Le problème, c'est que 6 détecteurs d'IA sur 7 considèrent que cette image est vraie et authentique, que c'est pas de l'IA. Alors, je vous rassure, c'est complètement n'importe quoi. Michael Jackson est mort, c'est bien de l'IA. En fait, ce genre d'outil, c'est plutôt marketing, d'autant que si on recadre l'image, si on fait une capture d'écran, l'outil va considérer que c'est une toute nouvelle image et donc donner un diagnostic différent du premier. Donc, a priori, ça, c'est plutôt pas fiable. D'accord, mais est-ce qu'il y a des outils technologiques qui fonctionnent? Oui, c'est un secteur dans lequel beaucoup d'entreprises se lancent. Moi, j'ai discuté avec une start-up américaine qui s'appelle GetReal et qui vend ses outils aux entreprises. Eux, ils ont des chercheurs qui développent un outil en fait très poussé pour vérifier si les lignes d'une image sont parallèles, si la perspective est cohérente, parce que l'IA arrive pas encore parfaitement à représenter l'espace. Ça se joue à quelques millimètres. Donc, à l'œil nu, on peut pas le voir, mais eux, ils y arrivent. Le problème, c'est que c'est vendu aux entreprises, donc c'est pour ceux qui ont les moyens. Pour le grand public, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et alors, en attendant, on fait comment? On passe du temps malheureusement. Il y a un exemple qu'on va vous montrer. On a travaillé dessus avec l'équipe Vrai ou Faux. C'est une vidéo d'une danseuse de flamenco qui fait de la corrida avec un taureau. Regardez, c'est quand même très bien fait. La danseuse va tourner autour du taureau, puis finir par l'embrasser. Alors pour repérer l'IA, d'abord on recontextualise. Souvent c'est des vidéos qui sont très courtes et qui suscitent une émotion incroyable. Genre là on se dit waouh, ou alors une empathie assez extrême. Donc quand ça arrive, méfiance d'abord. Et puis il faut se poser des questions. Par exemple, est-ce que Alcazar 2016 ça existe? Ça apparaît sur un panneau dans la vidéo. Voilà ici. Alors on a regardé et on a retrouvé une ville qui s'appelle Alcázar de San Juan en Espagne, où il y a une corrida, mais voilà, avec un Z, jamais avec un S, donc premier gros doute. Et puis, sur ce genre de vidéo, on essaye de regarder les éléments visuels, trouver des petites erreurs. Alors, il y en a, infime, celle-là par exemple, un marquage au sol complètement blanc qui va apparaître d'un seul coup, ou encore le public au fond de l'image tout en haut, qui va changer d'une image à une autre, pas les mêmes visages, pas les mêmes personnes. C'est quand même assez subtil. Par contre, il y a une grosse erreur que cette vidéo a faite, je vais vous la montrer, regardez, c'est les bandes blanches sur la robe de la danseuse qui sont fines à un moment puis grosses à la fin. Voilà, c'est la seule le jeu des 7 erreurs. C'est ça, c'est la seule grosse erreur de la vidéo, mais il y en a de moins en moins avec l'IA. Donc les seuls conseils qu'on vous donne, c'est de passer du temps, de mettre un peu de contexte, d'avoir du bon sens et de vous méfier. C'est pourtant plus sympa qu'un matador qui tue un taureau. C'est plus sympa par contre, c'est vrai. Et de regarder France Info tous les soirs à 19h35, tous les samedis à 13h, le dimanche à 20h, le samedi à midi, pardon. Et ce soir, donc émission spéciale avec toute l'équipe de Vrai ou Faux à partir de 20h45 sur France Info. Donc émission spéciale consacrée à l'intelligence artificielle. Ne manquez pas ce rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Nicolas Carvalho. David Amiel, vous êtes donc le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Et je le disais, vous venez de rendre vos arbitrages. On vous a chargé de trouver 6 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour compenser le coût de la guerre au Moyen-Orient. Vous avez tranché, vous allez demander notamment un effort particulier à la police et à la justice. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer aux Français ce soir, qui apprennent dans le même temps qu'il y a une jeune fille de 11 ans qui a disparu, que le suspect avait été visé par des plaintes, dont une plainte il y a 10 mois, mais qui n'avait toujours pas été entendue par la justice qui manque cruellement de moyens. On a entendu le maire de cette petite commune du Gers dire tout à l'heure, nous faisons les frais de décennies d'économie de la justice. Comment vous pouvez l'expliquer ça ce soir aux Français ? Je voudrais commencer par rappeler qu'il y a un effort d'investissement et d'augmentation des dépenses historiques depuis plusieurs années en faveur du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. En ce qui concerne le ministère de la Justice, on a atteint des niveaux de budget qu'on n'avait jamais atteints. Et on va continuer évidemment
à le faire Là, dans vous les années. coupez 370 millions dans les autorisations d'engagement, c'est-à-dire dans les dépenses qui vont être, qui auraient pu être engagées à partir de maintenant. En perspective, pardonnez-moi, avec les milliards d'euros d'augmentation que nous avons fait lors des dernières années et les recrutements qui sont en cours de personnel de justice, magistrats, greffiers, tous ceux qui permettent de faire vivre nos tribunaux. L'effort que nous demandons en matière de dépenses de l'État, il est de moins de 1% des dépenses de l'État. Parce que, évidemment, dans tous les ministères, en cours d'année, on peut mieux faire sur certaines choses, réaliser des économies ici ou là. C'est moins de 1% qui est aujourd'hui demandé pour faire face à la crise et dégager des aides d'urgence dont les Français ont besoin. Mais on parle de nos enfants, on parle de nos enfants qui sont livrés potentiellement à des prédateurs sexuels. Est-ce qu'on ne peut pas se dire la justice, on n'y touche pas parce que c'est trop important? Mais ce qu'on dit, madame, c'est justement qu'on réinvestit dans le budget de la justice. Et je vous le redis là. Non, là, vous coupez 300, il y a bien 370 millions d'euros en moins. Mais vous devriez rappeler qu'on a augmenté de plusieurs milliards d'euros. Donc vous voyez, là vous parlez de mesures d'ajustement en cours d'année en millions. Là où moi je vous parle des milliards d'euros que nous engageons et que nous continuerons d'engager, évidemment, dans les années qui viennent pour la justice. En ce qui concerne l'affaire Liana en particulier, évidemment c'est trop grave pour qu'on en parle comme cela. Le garde des Sceaux, le ministre de l'Éducation nationale pourront faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, y compris sur les enseignements. C'est de comprendre s'il y a des critères. Quand Sébastien Lecornu vous a donné le cap pour le budget, ou le chef de l'État, est-ce qu'il veut sanctuariser des choses ou est-ce qu'en gros, il faut essayer de prendre tout ce qu'on peut récolter, couper partout? En clair, tellement c'est grave. Mais d'abord, je pense qu'il faut expliquer pourquoi on fait cela, parce que ça n'a pas toujours été le cas par le passé. Il suffit de voir les crises et les chocs précédents où on a une augmentation massive de la dette et du déficit public. Mais ça, on a compris que c'était plus supportable, là. Ben oui, mais c'est très important de pouvoir le dire, parce que, vous voyez, Madame Sacri, vous dites « on a compris ». Enfin, la réalité, c'est que la grande partie de la classe politique fait pression depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, pour avoir beaucoup plus de dépenses et beaucoup moins d'économies. Parce qu'il y a une addition sur laquelle vous avez cédé. Mais parce qu'il y a une classe politique française qui, en grande partie, est accro à la dépense publique, qui dit évidemment plus jamais ça dans les périodes de calme, mais dès qu'il y a un choc, une crise, redemande un coup de seringue. Et donc, il faut faire extrêmement attention, parce que notre priorité, c'est de protéger les Français face à la crise actuelle, celle qui a été déclenchée par la guerre dans le Golfe Persique, mais aussi d'être toujours capable de protéger les Français. Dans le cas où la crise durerait, et chacun voit bien les incertitudes géopolitiques, et aussi pour les futures crises, parce qu'on est désormais dans un monde où des chocs internationaux, on en a tous les ans. Priorités. Qu'est-ce qui est sanctuarisé en 2022. Puisque Sonia vous parlait de la justice, qu'est-ce qui est sanctuarisé, qui est laissé sans économie? Le cœur des politiques publiques, il est sanctuarisé. Les investissements qui sont nécessaires pour pouvoir construire les places de prison. Gérald Darmanin a d'ailleurs engagé des projets innovants en la matière qui permettront de les faire de manière plus économe. Les personnels de justice, la masse salariale par exemple, n'est pas touchée par les mesures que nous discutons aujourd'hui. C'est très important parce qu'on voit qu'en matière de justice, on a besoin d'avoir les personnels qui permettent de faire tourner les tribunaux. Pourtant, l'administration pénitentiaire, c'est moins 370 millions d'euros. Mais ça ne touche pas. Ce que j'ai lu, c'est que c'était police, prison, écologie, emploi, 40% des coupes. Et que le Premier ministre vous a demandé de faire des choix, justement, de ne pas aller chercher un petit peu partout un petit peu d'économie, de faire des choix. Donc, est-ce que vous pouvez l'assumer ce soir devant les Français qui nous regardent, de dire, voilà, on a choisi ça parce qu'on a considéré que... Est-ce que vous pouvez expliquer ces choix? Oui, ce que j'explique et ce que j'assume, c'est qu'on a demandé des efforts à l'ensemble des ministères. L'ensemble des ministères sont concernés. L'ensemble des ministères vont faire des efforts parce que quand on parle de moins de 1% des budgets de l'État, je ne veux pas entendre « c'est pas possible de faire des efforts ». Enfin, on a face à nous des Français qui font eux-mêmes des efforts considérables dans leur vie quotidienne. On parle de là de moins de 1% des dépenses et c'est indispensable pour ne pas reporter plus d'efforts pour ne pas reporter l'écologie comme à chaque fois. Vous connaissez déjà cet argument. Mais là aussi en matière d'écologie, on investit de manière historique pour l'électrification du pays. C'est la relance du nouveau parc nucléaire, c'est les dispositifs de leasing social, donc ces voitures électriques qui sont accessibles à moins de 100 € par mois. On va encore en augmenter le nombre. C'est les installations de pompes à chaleur qui seront rendues beaucoup plus simples, beaucoup plus économes. Mais effectivement, dans tous les ministères, dans toutes les politiques publiques, on peut toujours mieux faire. Il ne faut jamais abandonner cette exigence, parce que cette exigence, on la doit évidemment aux Français, parce que c'est de leur argent dont il s'agit. Vous maintenez le même objectif de déficit? Oui. C'est-à-dire vous êtes à 5? Oui, tout à fait. Je pense que là aussi, c'est très important. Il faut qu'on passe
du quoi qu'il en coûte au quoi qu'il arrive. Il faut que, quoi qu'il arrive, on puisse tenir la dépense publique. C'est extrêmement important parce que, je le disais, sinon, la facilité, évidemment, pour ce gouvernement, Nathalie Saint-Cric, ce serait de reporter sur les successeurs la dette. On est en fin de mandat, il y aura une élection présidentielle l'année prochaine. Donc comment on fait pour 2027 C'est ça, j'en arrivais là. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui n'a pas été possible pour le budget 2026, c'est-à-dire s'entendre avec un certain nombre de personnes pour faire un budget où il y a plus d'économies, en gros, comment vous allez réussir alors que l'échéance de la présidentielle se rapproche de plus en plus? Mais d'abord, on va savoir quand et comment vous allez convaincre, comme vous dites, les politiques. Pourquoi voulez-vous que les politiques vous disent ouais, faut encore faire un effort, c'est super. Il n'y a aucune raison qu'ils le fassent. D'abord, la première étape, c'est de pouvoir tout faire pour tenir les objectifs pour 2026. Parce que sinon, évidemment, tout ça va renchérir la facture pour les gouvernements qui viendront après. La facilité politique, ce serait de ne pas le faire, de s'en laver les mains, de dire le prochain président de la République, la prochaine Assemblée s'en débrouillera. Nous, on prend toutes les mesures populaires et on leur laisse la facture. Mais évidemment, ce serait contraire à notre devoir. Et donc, c'est la première étape, c'est cette réponse à la crise qui est très différente. Et j'insiste, de la réponse à la crise qui avait été apportée, y compris en 2022, puisqu'on a des aides ciblées et des aides financées. Et vous voyez bien que dans les deux cas, c'est difficile. C'est difficile de faire des aides ciblées parce qu'on nous demande toujours d'en faire davantage, et on le comprend très bien, parce qu'il y a des demandes qui sont par définition légitimes. Et puis, c'est difficile d'avoir des aides financées parce que ça implique de demander des efforts, des économies, et raison de le rappeler à chaque fois, ça suscite des questions. Mais c'est indispensable. En ce qui concerne le budget 2027, il y aura évidemment une élection présidentielle au printemps prochain. Il y aura très certainement une dissolution de l'Assemblée nationale, un nouveau gouvernement qui viendra ensuite. Le but, c'est de permettre au prochain président, à la prochaine majorité, quel qu'il soit, d'être le plus libre possible, libre de faire ses choix. Et pour cela, on a besoin d'abord d'avoir un budget. Parce que si on n'a pas de budget, si on vit 7 à 8 mois sans budget, eh ben, la France sera nue face à des crises et des chocs extérieurs. Aujourd'hui, si on n'avait pas de budget, si les censures donc 49.3 pour que ça passe. Si les censures avaient été adoptées, permettez-moi d'aller au bout du raisonnement, parce que là aussi, on entend... Je le sens venir. Oui, mais on entend des choses qui sont parfois trompeuses. Si on n'avait pas de budget aujourd'hui, toutes les aides dont on parle, vous ne pourriez pas les prodiguer. Ils ne seraient pas là. Et que se passera-t-il au premier semestre 2027 ? Quelle crise internationale risquons-nous d'avoir ? J'en sais rien aujourd'hui. Enfin, le but, c'est de permettre à la France d'être préparée à tout. Et puis, il faut pouvoir continuer à réduire le déficit pour que le prochain président, prochain gouvernement puisse là aussi être libre de mener la politique que les Français auront choisie au moment du suffrage. Donc oui, ça demandera des efforts. Oui, ce n'est pas facile, mais ce budget de discipline républicaine, c'est-à-dire qui permet au prochain président, quel qu'il soit, de le faire. Parce que... Donc 49 points, c'est ce que tout le monde a l'air de dire en disant que c'est la meilleure solution. Mais d'abord, la priorité, c'est qu'on ait, je vous le dis, un budget, et un budget raisonnable qui permette de continuer à réduire le déficit. Et je pense qu'il serait extrêmement paradoxal de faire campagne pour prétendre présider la République tout en déstabilisant dès aujourd'hui son économie. Parce que si la France n'a pas de budget... Ce ne serait pas la première fois. Ce serait la première fois. Je n'ai pas le souvenir, Nathalie Saint-Cric, d'une campagne présidentielle qui se serait déroulée sans budget. Non, bien sûr, mais ça ne serait pas la première fois qu'il y ait une vision court-termiste des choses, en gros ne pas se plomber en demandant des économies pour pouvoir se préserver et être élu en 2027. Vous avez raison, il y a évidemment une tentation dans une grande partie de la classe politique. D'ailleurs, vous-même qui l'avez dénoncé d'emblée en venant sur ce plateau, en disant j'entends que des politiques qui promettent des choses qu'on ne peut pas faire. Mais vous avez raison, il y aura une tentation chez beaucoup dans le cadre de la campagne électorale, dans le cadre de la discussion budgétaire, de mettre la poussière sous le tapis et de faire l'autruche. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai demandé à une mission indépendante de 4 économistes de tracer un état des lieux, une opération transparence complète concernant l'état des finances publiques qui sera rendu au mois de juillet. Ce sont 4 économistes réputés et indépendants, Xavier Jaravel, président du Conseil d'analyse économique, Xavier Rago, président de l'OFCE, Jean-Luc Tavernier, Natacha Valla, pour mettre toutes ces données sur la table. Mais vous ne le connaissez pas, l'état précis des finances publiques ? Ah si, je le connais bien, mais je pense que c'est très important, que ce soit établi de manière indépendante, parce qu'évidemment, quand le gouvernement annonce des chiffres, on vient tout de suite l'accuser de les tordre, de les présenter d'une certaine manière pour servir ses intérêts politiques. Je crois que c'est très important de pouvoir le faire de manière peut-être que la classe transparente. politique a du mal à le comprendre, mais je pense que les Français, eux, ils le savent. Ça fait longtemps qu'on leur explique qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, qu'il faut faire des économies. Là où j'ai l'impression qu'on a toujours du mal à avoir des réponses, c'est où vous les faites, les économies. Et ce soir, en fait, vous ne répondez pas vraiment, même si vous dites on va assumer peut-être de prendre le risque de l'impopularité, contrairement aux futurs candidats à l'élection présidentielle. Mais pourquoi vous ne le dites pas exactement où, à qui vous allez demander ces efforts ?
À qui vous les demandez? Il y a deux questions. D'abord, il y a effectivement les aides que l'on met en place. J'ai dit qu'elles étaient ciblées. Par exemple, j'ai eu un débat avec les organisations patronales. Les organisations patronales voulaient qu'on augmente les allègements de charges au 1er juin, disant le SMIC augmente, il faut que vous augmentiez. Que le SMIC augmente et qu'à côté de ça, les allègements de charges ne sont pas indexés sur l'augmentation. Tout à fait, c'est exactement cela. Donc, les chefs d'entreprise... Non, mais vous faites les questions et les réponses. Les organisations patronales me disaient, je veux augmenter, vous le gouvernement, de plus de 2 milliards d'euros les allègements de charges au 1er juin. Et bien moi j'ai dit non. J'ai dit non, je ne le ferai pas. J'aiderai les secteurs qui sont en première ligne face à la crise énergétique, les transporteurs, les agriculteurs, les pêcheurs, les aides à domicile, tous ceux qui sont confrontés immédiatement au choc des prix du carburant, mais je n'aiderai pas de manière générale toutes les entreprises parce que j'ai besoin d'avoir des aides qui sont ciblées et qui sont financées. Ça, c'est une première réponse. C'est un choix difficile. En matière d'État, je l'ai dit, on a moins de 1% des dépenses de l'État. On a aujourd'hui demandé au ministère de pouvoir réduire, de pouvoir s'organiser différemment. Et au-delà, parce qu'on a des grands choix qui sont devant nous, qui là ne sont pas des choix de quelques centaines de millions, ce sont des choix de plusieurs milliards d'euros. Il faut avoir un regard lucide autour des causes profondes de la hausse de la dépense publique. Parce que là aussi, on entend tout et n'importe quoi. On entend dire c'est la bureaucratie, c'est de la faute des fonctionnaires. La réalité, c'est que depuis 40 ans, depuis même 50 ans, depuis les années 1970, la part de la richesse qui va dans les services publics, c'est-à-dire dans le fonctionnement, vous citiez la justice, la police, l'éducation nationale, elle n'a pas augmenté. On entend d'autres nous Donc, dire... il n'y a pas d'économie à faire de ce côté-là, on entend d'autres nous dire le problème, c'est... on ne prélève pas assez d'impôts. On est le pays le plus fiscalisé. Mais il n'y a pas grand monde qui dit ça. Le plus fiscalisé. Un peu spécifique, oui. Suivez les débats à l'Assemblée nationale, la France Insoumise. L'an prochain, pas d'augmentation d'impôts. Donc, la réalité, c'est que l'augmentation des dépenses publiques à 80% depuis 50 ans, elle vient des dépenses de retraite et des dépenses de santé, des dépenses sociales. Et c'est ce discours de vérité qu'il faut tenir. C'est pas le discours le plus facile. Vous voyez bien que la démagogie conduit à dire des choses différentes. Il y a déjà des constats qui ont été faits sur les dépenses sociales. Vous n'allez pas réformer les retraites maintenant, cet été? Ce sera un débat pour l'élection présidentielle, donc bien sûr. Ça touchera pas. Je suis favorable à la réforme des retraites. Je l'ai votée quand elle a été soumise par le gouvernement Borne. En gros, mais pour les grands choix, à partir de 2027, on va faire aller là dans les mois qui viennent. Il faudra le faire. Il faut continuer à maîtriser. Et sur la sécurité sociale non plus. Vous n'allez pas mettre des franchises maintenant. Vous allez juste essayer. Il faut maîtriser les dépenses de la sécurité sociale, maîtriser les dépenses de santé. Il faut qu'on puisse continuer à financer ce qui est indispensable. Vous n'avez pas de marge de manœuvre pour changer des choses. Mais il faut se battre, Nathalie Saint-Cric, parce que moi je suis au gouvernement, c'est pour pouvoir faire le mieux qu'on peut. On sait très bien qu'on a une Assemblée nationale qui est fragmentée, on sait très bien qu'il y aura une course à la démagogie, etc. Mais comme ça a été rappelé d'ailleurs à l'instant, je pense que les Français qui nous écoutent, ils sont très lucides sur la situation des finances publiques, et je vous dirais même, ils sont souvent beaucoup plus lucides que leur classe politique. La guerre au Moyen-Orient, elle nous a coûté combien? Elle a coûté combien à la France? Vous le savez, vous avez le chiffre? On est en train de préciser le chiffrage, on sera au-delà de 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros. Je pense qu'on sera au-delà de 6 milliards d'euros et on aura l'occasion de réactualiser les chiffres dans le courant du mois de juin. Si elle coûte plus cher, vous allez augmenter les économies parallèlement? Ça va... Oui, il faut pouvoir s'y préparer, je le disais. Donc potentiellement davantage d'économies si ça continue. Bien sûr. Donc c'est pas fini en clair. Je ne sais pas combien de temps la guerre durera. Vous avez suivi depuis les derniers jours les allers-retours de la Maison-Blanche à coups de tweets, mais il faut effectivement qu'on soit préparé à tout. Les violences du PSG ont été jugées très condamnables par tout le monde, bien sûr, mais en disant que ça avait coûté extraordinairement cher. Certains proposent de faire payer les fauteurs de troubles. Comment on fait ça? Ça fait partie effectivement des pistes de travail, de pouvoir faire payer ceux qui ont cassé. Si tu casses, tu répares. Garde des Sceaux, ministre de l'Intérieur, travaille sur le sujet. Il y a différentes manières de faire. Il y a des dispositifs législatifs qui existent déjà, qu'il faut renforcer. Je pense qu'ils auront l'occasion de pouvoir y revenir. D'accord. Des eurodéputés ont demandé à l'Union européenne de prendre des sanctions à l'encontre de la chroniqueuse russe Ksenia Fedorova, qui est accusée d'être la voix du Kremlin dans les médias contrôlés Dont Nathalie Loiseau.
par Vincent Bolloré, dont Nathalie Loiseau. Effectivement, il faut savoir que l'Union européenne peut prendre des sanctions à l'encontre des personnalités responsables de recourir à la désinformation coordonnée, à la manipulation de l'information. La semaine dernière, le porte-parole de votre gouvernement, la porte-parole de votre gouvernement, Maud Brejon, a pointé des propos très graves de Ksenia Fedorova. Le ministre des Affaires étrangères, toujours de votre gouvernement, Jean-Noël Barrot, l'a qualifié de propagandiste pro-Poutine. Si ces propos sont si graves, si elle est si dangereuse, pourquoi avoir renouvelé son titre de séjour en 2024 ? Et est-ce qu'il faut aujourd'hui lui retirer ? Il est évident que cette personne sert la soupe aux intérêts du Kremlin et de Vladimir Poutine à longueur de colonnes et de journaux télévisés. Laurent Nunez, qui est à la fois un très grand professionnel, un très grand républicain et que personne ne peut soupçonner de complaisance, a eu l'occasion de rappeler ce qui s'est passé. Il y a eu un renouvellement administratif du titre de séjour, ce n'était pas une intervention il peut y avoir un politique. arrêt de renouvellement politique. Et donc la question est effectivement de savoir si on peut ou pas retirer le titre de séjour. Vous savez très bien que pour cela, il y a des critères qui doivent être respectés, le trouble à l'ordre public, l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est cela qui doit être caractérisé parce qu'on est dans un état de droit. Et moi, j'ai toute confiance en Laurent Nunez pour mener ce travail dans le respect de l'état de droit et avec la plus grande avant de fermeté. Considérer que ça risque de ne pas marcher. Je vous le dis, il y a un cadre juridique. C'est autour de celui-là qu'il faut pouvoir travailler. Il y a un texte qui va être introduit pour protéger les fonctionnaires d'un certain nombre d'accusations d'antisémitisme. De quoi il s'agit ? Ça ne m'a pas semblé extrêmement clair. Non, Aurore Berger porte un projet de loi très important de lutte contre l'antisémitisme. Et dans ce projet de loi, elle portera une mesure qu'on a travaillée ensemble qui permet de protéger les agents publics qui sont agressés, intimidés, menacés dans le cadre de leurs fonctions. On voit se multiplier cela. Ça peut être pour des questions d'antisémitisme, de racisme, ça peut être les incivilités de la vie quotidienne, ça peut être les violences brutales. Et dans ce cas-là, l'administration portera plainte à la place de l'agent pour qu'il n'y ait jamais aucune impunité. Une dernière question. L'Observatoire sur les inégalités a publié son rapport sur les riches. Alors les riches, c'est un mot qui peut apparaître dans les campagnes électorales. On se souvient évidemment François Hollande à qui on avait demandé à partir de combien on est riche. Ça a fait toute une affaire. Alors il n'y a pas de critères admis par tout le monde, mais d'après cet observatoire, sont riches les Français qui vivent une fois payé l'impôt sur le revenu avec au moins 4 292 € par mois pour une personne seule, c'est ça. À partir de combien on est riche selon vous ? Est-ce que c'est important de le savoir ? Est-ce qu'il faut davantage faire contribuer les riches à cet effort que vous demandez aux Français ? Non, vous avez rappelé ceux qui se sont hasardés à donner un chiffre. C'est vous avez retenu la leçon, vous ne répondrez pas à la question. Non, parce que c'est évidemment extrêmement difficile. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en France, on a des impôts qui sont très élevés, avec un impôt sur le revenu qui est très progressif. Ce dont il faut s'assurer, c'est que tout le monde paye cet impôt. Parce que le problème qu'on a, c'est évidemment, on ne parle même pas de la fraude fiscale, mais c'est l'optimisation fiscale. C'est-à-dire quand on se débrouille, parce qu'on est puissant, on a les bonnes relations pour utiliser les mécanismes légaux pour réduire cet impôt. On a eu des dispositifs très importants qui ont été mis en place ces dernières années, ce qu'on appelle la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui permet de rattraper ceux qui abusent de l'optimisation fiscale. On a eu des mesures qui ont été prises notamment en matière de holding. On a des mesures qui ont été prises sur les plus grandes multinationales qui pouvaient aussi organiser le fait d'avoir un impôt sur les sociétés plus bas. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut continuer à travailler, la lutte contre l'abus d'optimisation fiscale. Merci beaucoup, David Amiel. Merci à vous. Ministre de l'Action et des Comptes Publics, d'avoir été notre invité. Merci Nathalie. N'oubliez pas, ne manquez pas ce rendez-vous ce soir à partir de 20h45, émission spéciale IA, l'ère du faux, émission spéciale de toute l'équipe de Vrai ou Faux de France Info autour de Julien Pin sur l'intelligence artificielle. Excellente soirée sur France Info, les informés.